Mon fils de 10 ans a été blessé à l'école et son professeur m'a appelé. Je me suis précipité à l'école, mais pour une raison quelconque, la police parlait au professeur. L'agent a dit « Veuillez regarder ceci » et m'a montré les images de surveillance. Mon mari était sur la vidéo. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Regardez ça. Le policier m'a tendu une tablette. L'écran montrait l'escalier de l'école. Et l'instant d'après, j'ai vu mon fils dévaler les marches. J'ai eu le souffle coupé, incapable de retenir ma réaction. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est la silhouette qui est apparue à l'écran. C'était mon mari, Daniel. « Madame, nous devons parler de votre mari. » La voix de l'officier semblait lointaine. Mon esprit s'est vidé. Était-il en train de sous-entendre que mon mari avait poussé notre fils? Non, c'était impossible. Mais pourquoi mon mari se trouvait-il à cet endroit? Pourquoi la police était-elle là? Je ne comprenais rien. C'était un cauchemar qui avait commencé à peine 3 heures plus tôt. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre jour. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner d'Ethan. L'odeur du pain grillé emplissait la pièce et la cafetière bourdonnait doucement. Le bruit des pas de mon fils descendant l'escalier semblait plus lourd que d'habitude. J'y vais. La voix d'Ethan avait perdu l'éclat qu'elle avait autrefois. L'énergie typique d'un garçon de 10 ans avait disparu depuis quelque temps. En le regardant s'éloigner, je me suis dit que ce devait être le début de sa crise d'adolescence. Je m'appelle Rachel. Je suis décoratrice d'intérieur et je travaille à domicile. Mon mari, Daniel, est directeur du service juridique d'une grande entreprise. Nous vivions tous les trois dans une maison d'un quartier résidentiel tranquille. De l'extérieur, nous devions avoir l'air de la famille parfaite. Mais récemment, quelque chose avait commencé à changer. Ethan disait de plus en plus souvent qu'il ne voulait pas aller à l'école. Le matin, il mettait plus de temps à sortir du lit et ne voulait pas enfiler son uniforme. Quand je lui demandais pourquoi, il se contentait de secouer la tête en silence. Je pensais que c'était temporaire, que c'est courant chez les enfants. C'est ce que je croyais, alors je n'ai pas insisté. Mon mari aussi agissait étrangement ces derniers temps. Il rentrait de plus en plus tard, et même quand il était à la maison, il semblait distant. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas au travail, il répondait seulement « je suis occupé » et évitait mon regard. Les conversations se raréfiaient pendant le dîner, et une distance subtile commençait à s'installer entre nous. Une nuit, j'ai entendu des pleurs étouffés à l'étage. Ça venait de la chambre d'Ethan. Le cœur battant, j'ai frappé à la porte. « Ethan, je peux entrer ?» Pas de réponse. J'ai doucement ouvert la porte. Dans la pénombre, mon fils était assis, le dos tourné, sur son lit. Ses petites épaules étaient secouées de sanglots. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Rien. Ethan ne s'est pas retourné. J'ai essayé de m'asseoir à côté de lui, mais son corps s'est raidi. Ce petit dos me signifiait clairement son refus de parler. Je n'ai rien pu dire et j'ai dû quitter la chambre. Debout dans le couloir, j'ai senti un malaise grandissant m'envahir la poitrine. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Le lendemain matin, je buvais mon café seul dans la cuisine. Daniel était parti tôt au travail comme d'habitude, et Ethan avait pris le bus pour l'école. Dans la maison silencieuse, je repensais au comportement de mon fils la veille. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était l'école. « Bonjour. Je suis bien chez la mère d'Ethan Miller? » « Oui, c'est moi. » Ethan est tombé dans les escaliers et s'est blessé. « Pourriez-vous venir à l'école tout de suite? » Le monde s'est arrêté un instant. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Daniel. Après plusieurs sonneries, mon mari a répondu. « Daniel, Ethan est blessé. Ils ont dit qu'il était tombé dans les escaliers. S'il te plaît, viens à l'école tout de suite. » Je ne peux pas, maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Notre fils est blessé. Je sais, mais je ne peux pas y aller maintenant. Vas-y, toi. Comment ça? Pourquoi tu ne peux pas venir? La communication a été coupée. J'ai regardé mon smartphone, sous le choc. La voix de mon mari avait été froide et distante. On aurait dit une autre personne. L'anxiété et la colère tourbillonnaient dans ma poitrine. Qu'est-ce que mon mari me cachait? Pourquoi ne se précipitait-il pas au chevet de notre fils? J'ai attrapé mes clés et je me suis précipité hors de la maison. En montant dans la voiture, toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que ce que j'allais voir à l'école allait ébranler ma vie jusqu'à ses fondations.
Retour 2 semaines en arrière. Ce jour-là, je travaillais dans mon bureau à la maison sur des supports de présentation pour un nouveau client. Tandis que je disposais des échantillons de couleurs et vérifiais des textures de tissu, mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait le numéro de l'école. Bonjour, est-ce que je parle bien à Rachel Miller? Je suis Monica Lawson, la professeure principale d'Ethan. C'était une voix de femme polie et calme. C'était la première fois que sa professeure principale m'appelait. J'ai répondu, un peu nerveuse. Oui, que puis-je faire pour vous? En fait, j'aimerais vous parler de l'attitude d'Ethan en classe ces derniers temps. Si vous avez le temps, pourriez-vous passer à l'école? Son attitude en classe? Ces mots m'ont surprise. Ethan était censé être un enfant sérieux. Il n'était pas du genre à causer des problèmes. Je comprends. Demain après-midi, ça irait? Oui, je vous attendrai. Le lendemain, j'étais assise en face de Madame Monica dans la salle de classe. Elle semblait avoir environ 35 ans, c'était une femme soignée. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle portait un maquillage discret. Son sourire était doux et sa manière de parler, polie. Ethan est un enfant intelligent, mais ces derniers temps, il semble avoir du mal à se concentrer en classe. Il est souvent dans la lune, a dit Madame Monica d'un ton bienveillant. J'ai repensé au comportement de mon fils. C'est vrai qu'il ne semblait pas très énergique ces derniers temps. Est-ce que quelque chose a changé à la maison? Non, rien de particulier, même si j'ai l'impression qu'il est un peu abattu ces temps-ci. Je vois. Il entre dans la puberté, il peut donc y avoir des hauts et des bas émotionnels. Madame Monica a hoché la tête avec une expression compréhensive. Élever des enfants, c'est difficile, n'est-ce pas, Madame Miller? Mais ne vous inquiétez pas. Je veillerai à le guider correctement. Et vous devez être très occupé par votre travail. Il y avait de la chaleur dans ses paroles. J'ai quitté la salle de classe, rassuré. J'étais heureuse que nous ayons une si bonne enseignante. C'est ce que je pensais en rentrant chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué un changement chez Ethan. Il avait encore maigri. Ses joues s'étaient creusées et il y avait de légers cernes sous ses yeux. À l'heure du dîner, il touchait à peine à son assiette. Ethan, tu dois manger correctement. Tu manges bien à la cantine? La cantine n'est pas bonne. Ethan a répondu d'une petite voix, les yeux fixés sur son assiette. J'ai commencé à m'inquiéter. Pouvait-il vraiment perdre autant de poids juste parce que la cantine n'était pas bonne? Ce soir-là, j'en ai parlé à Daniel. Il était dans le salon avec son ordinateur portable ouvert sur le canapé, mais quand il a entendu ce que j'avais à dire, il a lentement levé les yeux. Ethan, c'est vraiment la seule raison? Que veux-tu dire? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment juste que la cantine n'est pas bonne? L'expression de Daniel était trouble. Dans ses yeux, il y avait une émotion complexe, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne le pouvait pas. Tu penses qu'il y a autre chose? Non, ce n'est rien. Il a dit ça et a reporté son regard sur l'écran de l'ordinateur. La conversation s'est arrêtée là. J'ai senti que quelque chose clochait dans le comportement de mon mari, mais je n'ai pas pu insister. Cette nuit-là, Daniel est allé secrètement dans la chambre d'Ethan. Pendant que je lisais un livre dans notre chambre, je les ai entendus parler dans le couloir. Au début, c'était calme, mais ensuite j'ai entendu Ethan sangloter. J'ai posé mon livre et j'ai essayé d'aller discrètement dans le couloir, mais avant que je puisse ouvrir la porte, j'ai entendu la voix d'Ethan. La maîtresse ne me laisse pas manger à la cantine. Rien que moi. Mon cœur a failli s'arrêter. Je suis resté figé devant la porte. Elle me traite d'idiot devant tout le monde, encore et encore. La voix d'Ethan tremblait. La voix basse de Daniel a continué. Je comprends. Papa va arranger ça. Tout va bien se passer maintenant. Je suis retourné silencieusement dans la chambre. Mes mains tremblaient. Madame Monica, cette enseignante à l'air si gentil, faisait de telles choses à mon fils. Je ne pouvais pas y croire. Le lendemain matin, Daniel m'a raconté ce qu'il avait entendu d'Ethan. Je me suis figé, ma tasse de café en l'air. C'est vraiment vrai, à propos de Madame Monica? Oui, Ethan me l'a dit en pleurant. Mais c'est... Je cherchais mes mots. Madame Monica était une enseignante réputée, en qui les parents avaient confiance. Peut-être qu'Ethan a mal compris. J'ai entendu dire que cette enseignante avait une bonne réputation. Quand je l'ai rencontrée, elle était très gentille. Rachel, je crois notre fils. La voix de Daniel était calme mais empreinte d'une forte détermination. Mais soupçonner une enseignante sans preuve? Si nous nous trompons, la situation d'Ethan? Je comprends. Alors je vais enquêter. Enquêter sur quoi? Des preuves.
Pour confirmer si ce que dit Ethan est vrai. Daniel a dit ça et a quitté la maison sans même boire son café. Après cela, il est rentré encore plus tard. Il disait que c'était des heures supplémentaires et a commencé à rentrer à 22 ou 23 heures. Même le week-end, il disait qu'il avait des choses à faire et sortait. J'ai peu à peu commencé à nourrir d'autres soupçons. Étaient-ce vraiment des heures supplémentaires? Quand il utilisait son smartphone et que je m'approchais, il faisait des gestes pour cacher l'écran. Quand il recevait des appels, il allait dans une autre pièce pour parler. Mon mari me cachait quelque chose. Un samedi après-midi, Daniel a dit qu'il allait à la bibliothèque et est sorti. La bibliothèque. Mon mari, qui travaillait dans le service juridique, avait-il une raison d'aller à la bibliothèque un jour de congé? De la fenêtre, j'ai regardé sa voiture tourner au coin de la rue. Dans ma poitrine, une petite graine de doute avait commencé à germer. En réalité, Daniel n'était pas allé à la bibliothèque. Il était dans un café près de l'école. Là, il rencontrait Grace, une autre mère de la même classe. Grace était une femme d'une quarantaine d'années et sa fille, Emma, était aussi dans la classe de Madame Monica. Ma fille vit la même chose. Au début, je ne pouvais pas y croire. Mais Emma a commencé à se mutiler les poignets. Des larmes ont perlé dans les yeux de Grace. Daniel a hoché la tête en silence. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Il y a peut-être d'autres enfants qui ont été victimes, mais tout le monde a trop peur pour parler. Les enfants pensent que la parole de l'enseignante sera crue avant la leur. Ils ont décidé de travailler ensemble pour rassembler des preuves. Ils ont contacté d'autres parents pour voir s'il y avait des cas similaires. Daniel a fait le tour de l'école et a vérifié l'emplacement des caméras de sécurité. Grace a préparé un diagnostic du psychiatre de sa fille. Pendant ce temps, je devenais de plus en plus méfiante à l'égard du comportement de mon mari. Un jour, un ticket de caisse de café est tombé de sa chemise. Il indiquait le prix de 2 cafés. Mes mains tremblaient. Mon mari rencontrait quelqu'un. Il dirait peut-être que c'était un collègue de travail. Mais un jour de congé, allant jusqu'à mentir sur le fait d'aller à la bibliothèque, je n'ai rien dit à mon mari. Mais la nuit, quand je me suis couché, je n'ai pas pu dormir. En regardant le visage endormi de mon mari à côté de moi, je me demandais, qu'est-ce que cette personne me cache? Quelque chose à propos d'Ethan ou quelqu'un d'autre? Et ce matin, l'école a appelé. Votre enfant est tombé dans les escaliers et s'est blessé. J'ai appelé mon mari les mains tremblantes, mais il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Je ne peux pas, maintenant, a-t-il dit. Pourquoi ne pouvait-il pas venir alors que notre fils était blessé? En conduisant, diverses questions tourbillonnaient dans ma tête, mais la réponse dépassait de loin mon imagination. Au moment où je me suis garé sur le parking de l'école, j'ai été témoin d'une scène étrange. 2 voitures de police étaient arrêtées devant l'entrée principale. Les gyrophares rouges et bleus étaient éteints, mais leur seule présence créait une atmosphère sinistre. Je suis sorti de la voiture et j'ai couru. Le son de mes talons frappant le sol résonnait à mes oreilles. Mon cœur battait la chamade. Mon fils, est-ce qu'Ethan allait bien? Pourquoi la police était-elle là? Divers scénarios du pire se bousculaient dans mon esprit. En m'approchant de l'entrée, il y avait une foule. Des enseignants, plusieurs parents et des policiers en uniforme. Au centre se trouvait Madame Monica. Elle couvrait son visage de ses 2 mains, ses épaules secouées de sanglots. Elle semblait pleurer. Je me suis frayé un chemin à travers la foule pour arriver devant. Où est Ethan? Où est mon fils? Ma voix tremblait. L'un des policiers s'est retourné. C'était un homme d'une quarantaine d'années avec une expression calme. Vous êtes sa mère? Votre fils est à l'infirmerie. Il n'a que des contusions légères. Pas de blessures graves. Un soupir de soulagement m'a échappé. Mais immédiatement, de nouvelles questions ont surgi. Que s'est-il passé? Pourquoi la police est-elle là? L'officier m'a conduit un peu à l'écart. Un endroit calme dans un coin du couloir, loin des autres personnes. Madame, s'il vous plaît, écoutez calmement. Votre fils est tombé dans les escaliers. Dans les escaliers. Mon visage a blêmi. Mais ce n'était pas un accident. Pas un accident? Que voulez-vous dire? L'officier m'a montré la tablette qu'il tenait. S'il vous plaît, regardez ceci. C'est l'enregistrement de la caméra de sécurité de l'école. J'ai pris la tablette avec des mains tremblantes. L'écran montrait le palier de l'escalier de l'école. L'horodatage indiquait 10h15 ce matin. La vidéo a commencé à jouer. Ethan se tenait en haut des escaliers. Devant lui se trouvait Madame Monica. Il n'y avait pas de son, mais je pouvais deviner que Madame Monica disait quelque chose. Ethan secoua légèrement la tête.
L'expression de Madame Monica a changé. C'était une expression froide, sans aucune trace de gentillesse. Et l'instant d'après, Madame Monica a poussé la poitrine d'Ethan avec ses deux mains. J'ai poussé un cri silencieux. Mes mains tenant la tablette tremblaient. Le petit corps d'Ethan a basculé en arrière et a dévalé les escaliers. Une marche, 2 marches, 3 marches. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas quitter l'écran des yeux. À ce moment, une silhouette d'homme est apparue sur le bord de l'écran. L'homme a bousculé Madame Monica et a descendu les escaliers en courant. Il a rattrapé Ethan alors qu'il roulait et a ramassé ce petit corps. Cet homme, c'était Daniel. Mon mari? Pourquoi? Pourquoi mon mari était-il là? Il avait dit qu'il était au travail. Il avait dit qu'il ne pouvait pas venir. Et pourtant, pourquoi était-il à l'école? J'étais confuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La vidéo a continué. Daniel a soulevé Ethan. Madame Monica criait quelque chose. D'autres enseignants se sont précipités, puis une autre femme est apparue. Une femme que je ne reconnaissais pas. Elle tenait un téléphone portable et semblait filmer quelque chose. L'officier a commencé à expliquer calmement. Votre mari enquête sur le comportement abusif de Monica Lawson depuis plusieurs semaines. Il coopérait avec d'autres parents de victimes pour rassembler des preuves. Des victimes au pluriel. Il n'y avait pas qu'Ethan. Aujourd'hui, votre mari et les autres parents sont venus à l'école pour obtenir une dernière preuve à soumettre au conseil scolaire. C'est à ce moment-là qu'ils ont été témoins de ce crime en flagrant délit. Mes genoux ont failli me lâcher. Mon mari n'avait pas de liaison. Il s'était battu seul, pour protéger notre fils, sans rien me dire. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi ne m'a-t-il pas fait confiance? Non, c'est faux. C'est moi qui n'avais pas cru. Même quand Ethan pleurait et suppliait, même quand Daniel a dit qu'il enquêterait, j'ai douté d'eux. J'avais cru l'enseignante, le système, la réputation superficielle, au lieu de croire mon propre fils et mon mari. Rendant la tablette à l'officier, j'ai couru dans le couloir. J'ai ouvert la porte de l'infirmerie. Ethan était assis sur le lit et Daniel se tenait à côté de lui. Ethan. Quand mon fils m'a vu, des larmes ont rempli ses yeux. Je l'ai serré dans mes bras. Son petit corps tremblait dans mes bras. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Maman aurait dû remarquer. Ethan n'a rien dit. Il s'est juste agrippé fermement à ma chemise. Daniel a dit doucement, Ethan est un garçon fort. Aujourd'hui, il a tenu tête à Madame Monica. Il lui a dit que ce n'était pas juste qu'elle ne le laisse pas manger à la cantine. J'ai levé les yeux vers mon mari. Ses yeux étaient rouges. Et puis cette femme, le visage de Daniel s'est assombri, l'a poussé dans les escaliers. Heureusement que nous avions installé des caméras. Sinon, cela aurait été traité comme un accident. Nous, Daniel n'avait pas été seul. J'ai entendu une voix dans le couloir. La voix perçante de Madame Monica. C'est un mensonge. Cet enfant est tombé tout seul. Je n'ai rien fait. Je ne faisais que le discipliner. J'ai quitté l'infirmerie. Dans le couloir, Madame Monica était entourée de policiers. Son visage était couvert de larmes, mais la colère et la panique se lisaient dans ses yeux. Daniel est apparu derrière moi. Il a parlé calmement, mais avec force. Nous avons des témoignages d'autres victimes. Nous avons des dossiers médicaux. Nous avons suffisamment de preuves pour prouver vos crimes. C'est fini pour vous. Le visage de Madame Monica s'est tordu. Elle a essayé de se défaire des policiers, mais ils la tenaient fermement. Et puis elle m'a remarqué. À cet instant, son expression a changé. Les larmes se sont arrêtées et un sourire froid est apparu au coin de sa bouche. Elle s'est libérée de l'emprise des officiers et s'est approchée de moi. Puis, d'une voix si basse que personne d'autre ne pouvait entendre, elle a chuchoté « Je te déteste depuis le lycée ». J'ai ressenti un choc, comme une décharge électrique, et la porte de ma mémoire s'est ouverte. J'ai fixé son visage. Ses yeux, cette bouche, cette voix, je les reconnaissais sans aucun doute. Monica Lawson au lycée, la fille discrète qui était toujours dans un coin de la classe. Tu avais tout. La popularité, les amis, lui aussi. Je n'avais rien. J'étais toujours dans l'ombre. Mais cette fois, c'était différent. J'ai détruit ce qui t'était précieux. Monica a ri. C'était un rire teinté de folie. Les policiers l'ont emmenée. Alors qu'on l'entraînait, elle n'a cessé de me regarder. Les yeux d'une femme qui avait nourri une rancune pendant 20 ans. Je suis resté là, figé. Je sentais toute ma force m'abandonner. Daniel a soutenu mon épaule. Tu la connaissais?
Une camarade de lycée, mais je ne lui ai presque jamais parlé. Danielle a respiré profondément. C'est donc pour ça qu'elle s'en est prise à Ethan. Dans la foule du couloir, une femme se tenait debout. Elle s'est approchée de moi. Une femme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué. Enchantée de vous rencontrer, Rachel. Je suis Grace. Je travaillais avec Danielle sur l'enquête. Grace, la femme que mon mari rencontrait. J'ai serré la main qu'elle me tendait. Je suis désolé. Je savais que mon mari vous voyait et je... Grace a souri tristement. Je sais. Daniel m'a dit qu'il voulait vous protéger. Parce qu'il ne voulait pas vous blesser. Il a tout gardé pour lui. Des larmes ont débordé de mes yeux. Mon mari ne s'était pas tu parce qu'il me soupçonnait. Il s'était battu seul pour me protéger, et moi, je l'avais soupçonné. Grace a continué, nous sommes des personnes qui connaissons la même douleur. Luttons ensemble pour que Monica ne se tienne plus jamais devant une classe. J'ai hoché la tête. J'ai essuyé mes larmes et me suis redressé. Plus d'hésitation. Plus de doute. Je croirais en mon fils, en mon mari et en moi-même, et je me battrai. De l'infirmerie, Ethan a jeté un coup d'œil. Il nous regardait avec anxiété. Je lui ai souri. Tout va bien, Ethan. Il n'y a plus rien à craindre. Maman va te protéger. Ethan a légèrement hoché la tête. Pour la première fois depuis longtemps, le soulagement se lisait sur son visage. Dehors, Monica était mise dans une voiture de police. Jusqu'à la fin, elle criait comme une folle, mais plus personne n'écoutait ses paroles. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai sorti une vieille boîte en carton du fond du placard. Une boîte que je n'avais pas ouverte depuis notre déménagement. J'ai enlevé la poussière et ouvert le couvercle. Une odeur nostalgique s'en est échappée. L'odeur de la jeunesse, douce et un peu amère. L'album de fin d'année du lycée était sur le dessus. La couverture bleu marine était délavée. Je l'ai apporté sur la table du salon et j'ai commencé à tourner les pages. Des élèves souriants, une jeune version de moi entourée d'amis, les fêtes de l'école, les journées sportives, les voyages scolaires. Ces jours heureux étaient emprisonnés dans les pages. Et sur une page, ma main s'est arrêtée. Monica Lawson. Une petite photo en noir et blanc, placée à un endroit discret, en bordure des photos de groupe, toujours à l'arrière. Son sourire était réservé, avec des yeux qui semblaient regarder quelque part au loin. J'ai fouillé ma mémoire. Monica, elle était toujours seule à la bibliothèque, dans les coins de l'école. Quand je riais avec des amis, elle nous regardait de loin. J'avais remarqué ce regard, mais j'avais fait semblant de ne pas le voir. Et puis je me suis souvenu. Au printemps de notre dernière année, j'ai commencé à sortir avec un garçon nommé Michael Shen. Il était le capitaine de l'équipe de basket et populaire dans notre année. Nous étions le couple qui attirait l'attention dans toute l'école. Un jour, j'ai appris par une amie que Monica aimait Michael. Elle avait apparemment nourri des sentiments secrets pour lui, mais je m'en fichais. L'amour, c'était premier arrivé, premier servi. C'était de sa faute si elle n'avait rien dit. C'est ce que je pensais. Le jour de la remise des diplômes, Monica m'a regardé fixement. Quand nous nous sommes croisés dans le couloir, elle s'est arrêtée. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose. Mais à la fin, elle est partie sans rien dire. Ses yeux, à ce moment-là, mêlés de haine, de tristesse et de résignation. 20 ans. Avait-elle porté ses sentiments pendant 20 ans? Se marier, devenir enseignante, et pourtant, le ressentiment n'avait pas disparu. Et en voyant ma famille heureuse sur les réseaux sociaux, sa jalousie a-t-elle grandi? J'avais honte de ma jeunesse, de mon insensibilité. Mais en même temps, je me suis dit, ce n'est pas une excuse. Peu importe le ressentiment qu'elle nourrissait, il n'y avait aucune raison de blesser un enfant de 10 ans. En fermant l'album, j'ai étalé les documents que Daniel avait rassemblés. Il avait visiblement travaillé toute la nuit pour les créer. Une liste de victimes, des témoignages, des dossiers médicaux, des journaux de mai. Tout était organisé et classé par ordre chronologique. 5 victimes, y compris Ethan. Le plus jeune avait 8 ans, le plus âgé 12. Tous étaient des élèves de Monica. Elle avait été maligne. Elle n'utilisait pas de violence qui laissait des marques sur le corps. Au lieu de cela, elle répétait des abus psychologiques. Ne pas les laisser manger à la cantine, ne pas les laisser aller aux toilettes, les humilier devant toute la classe, leur répéter qu'ils étaient stupides. Et puis elle menaçait, s'ils le disaient à leurs parents, elle leur donnerait les plus mauvaises notes. Personne ne croirait ce que des enfants disent. La fille de Grace, Emma, est tombée dans l'absentéisme scolaire. Un autre garçon a changé d'école. Une autre fille consulte encore un psychiatre 3 fois par semaine.
Et tous disaient la même chose, la maîtresse fait peur, mais personne ne nous croira. Le lendemain, Daniel et moi nous sommes rendus dans un cabinet d'avocats. Une avocate nommée Jennifer Cole nous a accueillis. Une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. Madame Miller, Monsieur Miller. Mes plus sincères condoléances pour ce qui est arrivé à votre fils. Jennifer a examiné les documents. En tournant les pages, elle fronçait parfois les sourcils. C'est de la maltraitance infantile manifeste. Nous pouvons nous battre à la fois sur le plan pénal et avec une action en justice au civil. Il y a largement assez de preuves. Nous avons décidé de coopérer également avec les autres familles de victimes. Grace a proposé d'être la personne de contact. Pendant le week-end, nous nous sommes tous réunis. 5 familles, 10 adultes et 5 enfants. Nous avons partagé nos douleurs respectives et confirmé notre colère commune. Et plusieurs semaines plus tard, un fait choquant a été révélé. Ce n'était pas la première fois pour Monica. Jennifer l'a découvert au cours de son enquête. Monica avait causé des problèmes similaires dans une autre école il y a 5 ans. Elle avait conspiré avec le directeur de l'époque pour étouffer l'affaire et s'en était tirée avec une démission volontaire. Les dossiers de l'école notaient qu'il y avait eu des problèmes, mais cela n'est jamais devenu public. Une enquête plus approfondie a révélé qu'au moins 12 enfants avaient été victimes au cours des 5 dernières années. Un enfant a été contraint de déménager. Un autre prend toujours des médicaments. Un autre est devenu incapable de faire confiance aux gens. Et la découverte la plus terrifiante, avant de venir à l'école actuelle, Monica avait fait des recherches sur moi sur les réseaux sociaux. Où j'habitais, quel âge avait mon fils, quelle école il fréquentait. Cet historique de recherche a été retrouvé sur son vieil ordinateur portable. Elle avait délibérément demandé sa mutation dans cette école. Elle avait postulé pour être la professeure principale du niveau d'Ethan. Et quand Ethan a été affecté à sa classe, elle a écrit dans son journal « Enfin, ma chance de me venger est arrivée. Je vais détruire ce qui est précieux pour Rachel. » C'était planifié. Tout. Un drame de vengeance insensé qui a duré 20 ans. L'audience du conseil scolaire a eu lieu 2 mois après l'incident. Dans la grande salle de conférence, les membres du conseil, les responsables de l'école, les parents et la presse étaient réunis. Monica était présente avec son avocat. Son expression était dure, ses yeux vides. Un par un, les parents des victimes se sont présentés à la barre des témoins. À cause de cette enseignante, ma fille n'a pas pu aller à l'école pendant 1 an. Encore maintenant, le simple mot salle de classe l'a fait trembler. La voix de Grace tremblait, mais sa détermination était intacte. Mon fils fait encore des cauchemars. Il a peur des escaliers. Pourquoi l'école n'a-t-elle rien remarqué plus tôt ? A dit un autre père, en serrant les poings. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. Monica me regardait aussi avec ses yeux froids. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Monica Lawson, vous avez blessé un enfant innocent de 10 ans à cause d'un ressentiment personnel envers moi. Vous avez nourri une jalousie pendant 20 ans et vous vous en êtes prise à des enfants qui n'avaient rien à voir. Ce n'est pas de la discipline. C'est un crime. Ma voix s'est affermie peu à peu. Peu importe à quel point vous me détestez. Quel que soit notre passé, ça n'a plus d'importance. Mais blesser des enfants, je ne le pardonnerai jamais. Jamais. En tant que mère. La salle de conférence est tombée dans le silence. Monica a baissé la tête. Le président a lu le verdict. Monica Lawson, nous vous imposons par la présente les sanctions suivantes. Révocation permanente de votre licence d'enseignement, poursuite pénale pour maltraitance d'enfants, et un total de $180 000 de dommages et intérêts aux familles des victimes. Monica a essayé de se lever, mais ses genoux ont fléchi. Son avocat l'a soutenue. Un policier s'est approché. Alors qu'on l'emmenait, elle s'est retournée vers moi une dernière fois. Dans ses yeux, il ne restait rien. Ni haine, ni regret, juste le regard vide d'une personne brisée. Je l'ai regardée en silence. Je n'avais plus peur de rien. Quand j'ai quitté la salle, Daniel et Ethan attendaient. Ethan m'a serré la taille. Maman, tu étais super cool. J'ai caressé la tête de mon fils. C'est fini, tout va bien maintenant. 6 mois plus tard, un dimanche matin d'automne, une douce lumière inondait le salon. Par la fenêtre, l'érable du jardin commençait à rougir. L'arôme du café flottait depuis la cuisine. Je pouvais entendre le bruit de Daniel préparant des pancakes. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert le journal. Dans un coin du journal local se trouvait un petit article.
Monica Lawson condamnée à 4 ans de prison. Licence d'enseignement révoquée à vie. La dissimulation dans son ancienne école a également été révélée et le directeur de l'époque a aussi été licencié. L'article comprenait une photo de son visage. J'ai tranquillement plié le journal. Je n'avais plus besoin de penser à elle. J'ai entendu des pas descendre l'escalier. C'était Ethan. Il semblait un peu plus grand qu'avant. Des couleurs étaient revenues sur ses joues et il y avait une lueur dans ses yeux. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Ethan. » Il est entré dans le salon et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Au cours des 6 derniers mois, Ethan avait consulté un psychologue 1 fois par semaine. Les premières semaines, il ne parlait de rien au conseiller. Il restait juste assis, le regard fixé au sol. Mais peu à peu, il a changé. Il est devenu capable de mettre des mots sur ses sentiments. Ce qui avait été effrayant, ce qui avait été triste, ce qui l'avait mis en colère. Et maintenant, il pouvait parler de l'avenir. Comment est la nouvelle école? Ethan a souri. C'est bien. Mademoiselle Johnson est très gentille. Je vais bientôt faire une présentation en sciences. Dans sa nouvelle école, Ethan avait la chance d'avoir une gentille professeure principale. Ses camarades de classe l'ont aussi accueilli chaleureusement. La semaine dernière, il est allé chez un ami pour la première fois. En rentrant, il a parlé avec enthousiasme et sans arrêt de la construction d'un vaisseau spatial en Lego, du jeu avec le chien, de son envie d'y retourner. Daniel est sorti de la cuisine. Il portait une assiette remplie de pancakes. Le petit déjeuner est prêt. Nous nous sommes assis à table tous les 3. La douce odeur du sirop d'érable. Ethan a joyeusement pris sa fourchette. Dehors, on pouvait entendre le chant des oiseaux. Et, maman. Papa, vous savez quoi? J'aime à nouveau l'école. Des larmes ont rempli mes yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. J'ai serré Ethan dans mes bras. Son petit corps était plus solide qu'avant. Daniel a pris une gorgée de café et a dit « Tu es un garçon fort, Ethan. Tu t'es vraiment bien débrouillé. C'est parce que papa m'a protégé. Non, c'est parce que tu nous l'as dit. Tu as eu le courage de dire la vérité. C'était la chose la plus importante. » J'ai regardé mon mari. J'ai encore parfois honte de ne pas avoir cru Ethan à ce moment-là. Mais Daniel n'a pas abandonné. Il a continué à se battre seul. Daniel, merci beaucoup. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné, même quand je ne croyais pas. Daniel a souri doucement. Nous sommes une famille. Quand nous avons fini de manger, Ethan a couru dans le jardin. Max, le chien, a remué joyeusement la queue et lui a sauté dessus. Ils se sont mis à courir sur la pelouse. Le rire d'Ethan résonnait dans le jardin. J'ai regardé cette scène de la fenêtre. Daniel s'est tenu à côté de moi. Grace m'a contacté. Emma s'habitue aussi à sa nouvelle école. C'est une bonne nouvelle. On devrait tous se revoir un de ces jours. Oui, faisons ça. Les familles des victimes gardent toujours le contact. 1 fois par mois, nous nous réunissons et donnons des nouvelles. Les enfants se rétablissent aussi petit à petit. Les cicatrices ne disparaîtront peut-être jamais complètement, mais nous avançons ensemble. Dehors, Ethan et Max jouent. La lumière du soleil d'automne les illumine tous les deux. Je me suis dit qu'une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est croire, protéger, pardonner et se battre ensemble. Les personnes qui peuvent faire cela sont une vraie famille. Des rires résonnent dans le salon. Daniel dit quelque chose de drôle et je ris. Ethan entre en courant et nous saute dessus. Nous nous étreignons tous les 3. Ces jours sombres sont terminés. Dehors, les feuilles d'érable dansent dans le vent. Les vieilles feuilles tombent et une nouvelle saison commence pour notre famille aussi. Une nouvelle histoire était sur le point de commencer.